Mesdames et messieurs, chers fidèles internautes d'Actuino, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le second numéro de votre émission Lumière Sûre. Comme j'ai l'habitude de le lire, Lumière Sûre est une émission qui traite de tout ce qui fait l'actualité à l'Université virtuelle du Sénégal. Le Covid-19 qui fait l'actualité partout dans le monde. Nous allons nous intéresser sur l'impact du Covid-19 sur l'enseignement supérieur, particulièrement à l'Université virtuelle du Sénégal. Ce qui fait même l'importance de notre thème qui est comment l'Université virtuelle du Sénégal parvient à dérouler ses activités en pleine période de confinement ou bien en pleine période de Covid-19. Et après, comment l'Université virtuelle du Sénégal fonctionnera après le Covid-19. Mais aussi, nous allons revenir sur la situation de la promotion 7 avec les études de travail, le calendrier universitaire avec certaines promotions qui n'ont pas encore démarré leur cours. Mais aussi, les événements qui devaient se dérouler à l'UVS sont-ils toujours d'actualité? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau, depuis son bureau, le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, monsieur le professeur Moussa Lo. Bonjour. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans votre second numéro de votre émission Lumière Sûre. Pour commencer, monsieur le coordonnateur, nous voudrions savoir comment vous vivez votre quotidien avec cette situation sanitaire exceptionnelle comme étant un simple citoyen sénégalais. C'est une situation exceptionnelle donc, à laquelle j'essaie de m'adapter, j'essaie de m'habituer aussi aux contraintes liées à cette situation. Et je suis régulièrement les informations pour être au courant de ce qui se passe aussi bien au niveau national qu'au niveau mondial, la situation du jour dans le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais aussi, je fais tout pour faire respecter par ma famille et mes proches aussi les mesures de prévention, notamment par l'application des gestes barrières et tout. Mais aussi, je réfléchis beaucoup sur ce que sera l'après-Covid, aussi bien au niveau mondial, au niveau du Sénégal. Étant un acteur majeur de l'enseignement supérieur au Sénégal, quelle est votre analyse par rapport du fait que vous êtes à la tête de la seule université qui continue ses cours pour ses étudiants et le service administratif en même temps? Quel est votre point de vue par rapport à cette situation? Oui, le Covid-19 impacte tous les secteurs. Tous les secteurs, et particulièrement le secteur éducatif. Et le fait d'avoir suspendu les enseignements au niveau des écoles et des universités par le gouvernement, ce qui était une mesure salutaire parce que c'est tout à fait normal pour éviter la propagation de la maladie, a forcément impacté sur le déroulement de l'année académique. Aujourd'hui, la situation préoccupe tout le monde, mais je pense que tous les acteurs de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle ont pris la mesure de la situation et sont en train de tout faire pour pouvoir, en tout cas, déjà trouver des alternatives par rapport à la situation de la pandémie, de réfléchir sur des stratégies de sortie de crise lorsque la pandémie sera derrière nous. Pour l'UVS, on a la chance de pouvoir continuer nos activités pédagogiques et administratives grâce à notre code de métier. Maintenant, il y aura aussi un impact chez nous, mais il sera peut-être certainement beaucoup moins plus difficile, il sera moins impactant chez nous qu'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça vous fait le fait que seul l'UVS est actuellement de faire cours, seule l'Université virtuelle du Sénégal? Oui, ça veut dire tout simplement que le numérique éducatif est très, très, très important. J'ai l'habitude de le dire. Le numérique éducatif, c'est l'avenir de l'éducation de façon générale, de l'enseignement supérieur en particulier. Et aujourd'hui, avec le Covid-19, on se rend compte que grâce au numérique, on peut continuer à fonctionner malgré la situation exceptionnelle que nous vivons. Et c'est tout simplement, comme tout le monde l'a constaté, l'UVS aujourd'hui a cette chance-là de pouvoir continuer. Mais c'est la raison pour laquelle aussi nous essayons de mettre aussi au maximum notre expertise au profit des autres structures pour accompagner ceux qui le souhaitent, pour que le numérique éducatif aujourd'hui puisse donc servir de solution. Maintenant, c'est aussi important que tout le monde se rende compte de l'importance du numérique et qu'après le Covid,
que le numérique éducatif ne soit plus seulement considéré comme une alternative, mais une composante à part entière du dispositif de formation. Pour vous, vous ne pensez pas que ce n'est pas le moment que l'opinion publique puisse comprendre l'Université virtuelle du Sénégal, son mode d'enseignement, même si c'est compris? Oui, l'UVS, c'est vrai, a mis du temps pour être comprise. Mais je pense qu'au fil du temps, les gens ont compris au fur et à mesure, renforcer cette compréhension-là, parce que les gens vont se rendre compte effectivement de l'importance du numérique dans le dispositif de formation. Maintenant, c'est à nous aussi de continuer à faire ce qu'on faisait d'habitude, hein, et peut-être même plus, pour que ce que les gens attendent de nous, qu'on puisse aussi le faire. Je crois qu'on n'a plus besoin de prouver. On l'a déjà fait. Maintenant, ce qui est important, c'est de renforcer ce que nous avons déjà pour améliorer davantage notre dispositif. Okay. Comme je l'ai dit tantôt, tous les établissements universitaires et universitaires et scolaires du Sénégal ont fermé leurs portes, sauf l'Université virtuelle du Sénégal, si on peut dire ainsi. Et comment vous organisez-vous en interne pour répondre aux besoins des étudiants, en même temps accomplir vos tâches administratives? Oui, alors au lendemain de la décision du président de suspendre les activités au niveau des universités et des activités pédagogiques, les enseignements, donc au niveau des universités et des écoles, nous avons pris un certain nombre de mesures. La première, c'était justement, c'est d'abord de dire qu'il faut assurer la continuité du service autant que possible. Parce que l'UVS, nous avons la chance de pouvoir le faire. Et pour le service pédagogique, il suffit effectivement que les plateformes continuent à fonctionner, qui fonctionnent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 comme d'habitude. Inviter les responsables de structures, surtout les responsables de pôle, les DRI, la DFIP, la DISI, à faire tout ce qu'il faut pour que le service continue au niveau des plateformes. Donc ça a été... Et les étudiants ont immédiatement reçu, ont communiqué le dimanche 16, le dimanche 15 plutôt, pour savoir que les choses continuent au niveau des plateformes. Maintenant, sur un plan purement administratif, nous avons, pour limiter aussi le risque, d'abord fermer les zénos, parce que c'est des lieux de fréquentation journalier assez importants. Nous avons des taux de fréquentation qui peuvent atteindre parfois 300 à 500 étudiants par jour, ce qui évidemment n'est pas en conformité avec les mesures sanitaires préconisées par les autorités. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé immédiatement de fermer pour limiter la propagation de la maladie. Et maintenant, c'est de demander aux différents services que les étudiants sollicitent souvent, le service de la scolarité, le service support technique, ainsi de suite, d'être disponibles en ligne pour que les étudiants, quand ils ont des problèmes, puissent avoir quelqu'un en ligne. Et je crois que c'est d'abord quelque chose que les étudiants avaient l'habitude de faire. Donc, c'était seulement renforcé. Mais l'autre élément aussi, c'est de mettre en place une plateforme de télétravail pour que les personnels de l'UVS puissent travailler chez eux tout en respectant les mesures donc, de prévention. Et cette plateforme de télétravail, aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis de fonctionner. On tient très, très souvent des réunions de coordination au niveau central avec le top management, mais aussi des réunions au niveau des structures. Et je le disais il y a quelques jours, quand on a fait le point au bout d'un mois, entre le 16 mars et le 10 avril, on a eu plus de 200 rencontres en ligne qui se sont tenues dans cette plateforme de télétravail. Donc, ce qui montre que les gens l'exploitent à fond. Et cela nous permet effectivement d'assurer la continuité du service administratif. Vous avez touché un peu ma prochaine question. Sur le plan pédagogique, s'il y a des stratégies ou bien des raménagements qui ont été faits pour s'adapter à la situation actuelle sur le plan pédagogique? Oui, sur le plan pédagogique, donc, comme j'ai dit, la continuité des activités d'apprentissage qui se tiennent sur les plateformes. Ça, c'est déjà un acquis. Maintenant, c'est comment gérer les activités qui se faisaient en présentiel, donc notamment les examens terminaux. Et il y avait des examens qui étaient programmés pour certaines promotions. Il fallait les suspendre en attendant d'y voir plus clair. Et c'est pourquoi, donc, au bout de quand
la mesure a été prolongée, donc de suspendre les enseignements au-delà du 6 avril, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on réfléchisse aussi sur comment contourner cette situation-là. C'est la raison pour laquelle la décision qui a été prise, c'est que lorsque les évaluations ne peuvent pas se tenir, donc on attend effectivement qu'elles puissent se tenir lorsque les ENO seront réouverts, et en attendant, d'enrôler les étudiants sur le semestre suivant. Par exemple, les étudiants de la P2 qui sont en Master 1 et qui devaient faire des examens avant de passer en Master 2, c'est de leur permettre d'anticiper le semestre suivant et le moment venu, donc on organisera les examens et puis on ajustera. C'est la même chose pour la P5 aussi, qui était en L2 et qui va passer en L3. Nous vous rappelons que nous sommes avec le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal pour le second numéro de votre émission Lumière Sûre, qui a pour thème comment l'Université virtuelle du Sénégal fonctionne à l'heure du COVID-19. Bon, monsieur le coordonnateur, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation vient juste d'orienter plus de 10 000 étudiants dans votre université. Et après investigation, on s'est vu que les étudiants de la promotion 7 n'ont pas reçu jusqu'à présent leurs outils de travail. Nous voudrons savoir quelle est l'origine de ce retard de l'acquisition des machines pour la promotion 7. Pour les étudiants de la promotion 7, donc les nouveaux bacheliers orientés à l'UVS, comme vous le savez, ils ont démarré les enseignements au mois de décembre par les cours d'initiation à l'informatique, d'initiation à la plateforme, mais aussi les cours transversaux. Et c'est cette phase qui nous permet de préparer les étudiants au modèle d'apprentissage de l'UVS. C'est terminé le 14 mars. Oui. Et c'est à partir du 16 mars que les évaluations devaient se faire et la distribution des ordinateurs devait se faire. Vous avez constaté que nous avons, même lors de notre tournée dans le sud, démarré symboliquement la distribution, d'après que la distribution se poursuive. Malheureusement, il y a eu ces mesures qui ont été prises pour réduire la propagation limiter la propagation de la pandémie. Et donc, il fallait suspendre systématiquement la distribution avec la fermeture des ENO. Nous avons depuis lors tenu beaucoup de rencontres à l'interne sur cette question pour voir comment faire pour que cette distribution puisse se faire. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé de solution parce que, comme vous le savez, la distribution, ça impacte, ça implique forcément la présence de l'étudiant à l'ENO, ça implique des rassemblements et forcément, ce qui dit rassemblement, déjà, c'est interdit. Et au-delà de ça, ça va forcément amener des étudiants à se déplacer, prendre les transports en commun, aller à l'ENO. Et vous voyez un peu ce que ça risque de faire. Nous avons des ENO où il y a 500, 1000 étudiants. Il y a un risque sanitaire extrêmement important. Et nous ne pouvons pas prendre ce risque-là. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé de suspendre cette distribution jusqu'à ce que les conditions le... On ne le souhaite pas. Si la situation continue d'ici, par exemple, le mois de septembre, on ne le souhaite pas. Quelle solution l'UVS vraiment va proposer à ses étudiants? Comme vous le dites, on ne le souhaite pas parce que, à mon avis, si la situation perdure jusqu'au mois de septembre, je crois que les gens seront plus préoccupés par d'autres choses que l'éducation. Mais avant Covid-19, les étudiants pouvaient recevoir leurs machines. Mais pourquoi, jusqu'à présent, l'administration n'a pas pu donner les machines aux étudiants? Avant Covid-19, les étudiants étaient là. Oui, tout à fait. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le scénario qu'on avait, c'était un scénario assez simple. Il y a les cours de mise à niveau, il y a les cours de transversaux. À la fin de ces cours, on fait, parce qu'il y a deux objectifs qui étaient poursuivis en faisant ces cours. Le premier objectif, c'est de préparer les étudiants pour qu'ils s'adaptent au nouveau mode d'apprentissage, parce que, comme vous le savez, c'est très important de préparer les étudiants au niveau bachelier. Le deuxième objectif aussi, c'est de limiter un peu aussi le décrochage et les pertes. C'est quand même bien public et on ne peut pas aussi se permettre de donner un ordinateur à quelqu'un qui n'est pas étudiant à l'UVS réellement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons
aussi attendu que cette phase se termine, qu'on puisse aussi constater quels sont les étudiants qui étaient réellement ici présents et à partir de ce moment, faire la distribution. Voilà. Malheureusement, c'est tombé au moment où il y a eu la fermeture des ENO suite aux mesures qui ont été prises, les mesures sanitaires. Et ne pensez-vous pas que cette nouvelle donne sanitaire va forcément chambouler le calendrier universitaire? Parce qu'actuellement, il y a certaines promotions qui tardent jusqu'à présent à commencer à dérouler leur cours. Est-ce que cette situation ne va pas un peu chambouler le calendrier universitaire? Forcément, il y aura un impact chez nous en termes de calendrier, parce qu'il y a eu une période où il a fallu suspendre déjà les activités en présentiel qui étaient prévues, comme les examens. Il y a des promotions qui devaient faire l'examen, d'autres pour lesquelles il y avait l'admission en master. Il y a eu une période de flottement, je pense d'une semaine ou deux même. Mais si c'est par rapport, mais c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a eu toute une réflexion pour permettre aux étudiants qui étaient dans des classes où les examens bloqués, ben, il fallait trouver une solution. Donc là, je pense que ça a été fait. Pour les autres, il y a moins de soucis. Les étudiants de la P3 qui sont nouvellement admis en master, les plateformes sont ouvertes depuis quelques semaines. Et donc, je voudrais même revenir sur la première fois. Avec, ils ont fait 7 longs mois de vacances qui n'ont jusqu'à présent, même s'il y a certains étudiants qui ont commencé, il y a d'autres qui n'ont pas encore commencé leur cours sur la plateforme. Les cours sur la plateforme sont disponibles. Moi, je pense que ce qui n'a peut-être pas démarré pour certains, c'était le tutorat. Et je crois que depuis lundi dernier, ça a démarré, en tout cas pour la plupart. Mais ce qui est sûr, c'est que l'impact qu'il y aura sur le calendrier sera évalué à la fin, et puis on verra qu'est-ce qu'il faut faire comme réajustement. Mais la seule assurance que je voudrais donner aux étudiants, c'est que de toute façon, il était prévu cette année de faire beaucoup d'efforts pour que le calendrier soit stabilisé. Et ces efforts seront forcément atténués par l'impact du Covid. Mais je suis quand même optimiste par rapport à cela, parce que même si l'UVS sera impacté, il sera impacté beaucoup moins que ce qu'on pense. Et vous ne pensez pas que ce n'est pas l'heure des examens en ligne chez le coordinateur? Oui, alors quand vous dites examen en ligne, il y a deux niveaux. Les examens en ligne à partir de ENO, ça, je pense que c'est ce qu'on avait envisagé de faire cette année, pour la plupart. L'objectif de cette année, c'était que 50% des évaluations qui devaient se faire dans les ENO puissent être faites en ligne. C'est ça qui est prévu cette année, et ça va forcément nous aider à gagner du temps au niveau de l'organisation des examens. Maintenant, le deuxième niveau, c'est les examens en ligne à partir de son domicile. Aujourd'hui, si on devait organiser des examens en ligne, ça ne pourrait être que ça. C'est-à-dire que les étudiants puissent faire des examens en restant chez eux. Mais il y a des contraintes. Il y a des contraintes, comme vous le savez, qui sont liées notamment à la disponibilité de la technologie, parce qu'on ne peut pas aussi prendre le risque d'organiser un examen en ligne, sachant qu'on ne sait pas si tous les étudiants sont dans les conditions de faire ces examens chez eux. Mais en même temps aussi, il y a une question de sécurité aussi. Hein. Est-ce que l'étudiant qui fait l'examen, est-ce que c'est celui-là qui est inscrit? Envisager l'organisation d'examens en ligne, en tout cas à partir de son domicile. Mais l'examen en ligne à partir de l'ENO, c'est ce qui a été prévu cette année pour la plupart pour ne pas dire au moins la moitié en tout cas des évaluations. Et dès la reprise, Inch'Allah, c'est ce qui va être fait. Dès la reprise, on peut dire que la promotion 7, les examens se feront en ligne ou bien? Pour la plupart des cours. Ouais. L'objectif, cette année, c'est de faire 50% des examens en ligne. Merci. Les structures de représentativité des étudiants, en l'occurrence les BENO, les bureaux des espaces numériques ouverts, la Fédération nationale des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, voient également leurs activités perturbées par la pandémie. Y a-t-il des mesures particulières en ce qui concerne leur budget et le mandat des élus? Il y a quelques semaines, la semaine dernière, la FENOS a rencontré les responsables pédagogiques de l'UVS pour discuter justement de la situation pédagogique, notamment le plan de continuité pédagogique.
Et je sais que les Bénins aussi s'activent beaucoup dans le cadre du service à la communauté. Comment les activités des Bénins et de la FENOC se poursuivent. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des activités qui étaient prévues, comme les journées d'intégration ou d'autres activités, des tournois ou les activités des clubs qui ne peuvent pas se tenir dans les conditions actuelles et qui seront certainement réalisées au-delà lorsque la pandémie sera derrière nous. Mais c'est pour moi, en tout cas, je tiens vraiment à féliciter les étudiants par rapport à ce qui est en train d'être fait en termes de service à la communauté pour participer à la lutte contre la pandémie. Je reçois très, très souvent des vidéos que les étudiants réalisent pour participer à la lutte, à la sensibilisation. Donc pour moi, les activités des Bénins continuent, mais elles se déroulent selon les contraintes de l'heure. Voilà. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que les activités qui étaient prévues et qui ne peuvent pas être déroulées aujourd'hui soient suspendues. Mais le moment venu, c'est d'évaluer et de voir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Et de façon consensuelle, que toutes les décisions soient prises pour le bien de l'institution. Aussi bien sur le plan académique que sur le plan de la vie associative. Il y a beaucoup d'activités qui aujourd'hui étaient prévues et qui ne peuvent pas se dérouler en ce moment-là. Mais on ne peut pas, au moment où on parle, se projeter. On ne peut faire que des hypothèses. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de scénarios qui sont en train d'être envisagés, mais ce n'est que lorsque la pandémie sera derrière nous qu'on pourra dire voilà aujourd'hui la situation et voilà par rapport aux hypothèses qui étaient envisagées, quelle est la meilleure hypothèse qu'il faut. Inch'Allah, et on espère que vous aurez la solution pour que les Bénins puissent vraiment poursuivre les activités ainsi qu'à la fin. Ensuite, c'est des compétitions de la Coupe du coordonnateur qui, je pense, qui a été débutée par des matchs au niveau du territoire national. Et malheureusement, la pandémie a vraiment arrêté les activités de la Coupe du coordonnateur. Est-ce qu'après la pandémie, on peut s'attendre à la poursuite de la compétition de la Coupe du coordonnateur? Oui, je l'espère. En tout cas, ça fait partie des activités que nous avons suspendues dès le départ. Parce qu'on ne peut pas jouer un tournoi dans ces conditions-là. Maintenant, il y a beaucoup de facteurs qui vont déterminer la suite. Parce que est-ce que le temps le permettra? Est-ce que nos partenaires parce que la Coupe du coordonnateur, c'est pas seulement l'UVS, il y a des partenaires qui s'étaient engagés aussi à nous accompagner. Est-ce que ces partenaires seront toujours aussi dans les mêmes dispositions de nous accompagner, etc. Donc, il y a tout un ensemble de questions qu'on est en train de se poser. Et là aussi, hein, comme je disais tout à l'heure, le moment venu, on appréciera et on verra. Pour l'instant, on suspend. C'est pourquoi j'insiste sur le terme on suspend. On suspend, on n'annule pas. On suspend et le moment venu, on évaluera. Si c'est possible de le faire, pourquoi pas, on le fera, Inch'Allah. Parce que c'est un mois qui avait des objectifs et ces objectifs sont toujours d'actualité. Mais si ce n'est pas possible, ce ne sera pas possible. Tous les efforts doivent être concentrés sur la continuité du service. Service, quand je dis vraiment service, c'est le service pédagogique, le service académique, administratif, et sur aussi la lutte contre la pandémie. Parce que si on disperse nos efforts sur plusieurs fronts, on risque aussi peut-être de perdre cette bataille-là qui est la plus importante, c'est de lutter contre la pandémie et d'assurer la continuité du service. Aujourd'hui, pour moi, les efforts sont concentrés sur ça et les autres aspects qui sont importants aussi, mais qui ne peuvent pas être menés, on les suspend. Et le moment venu, on apprécie. C'est ça, c'est ma position personnelle par rapport à cette question. Oui, c'est la même chose pour la graduation. La graduation de la J'allais même venir sur ça parce que c'est une question que tout le monde se pose, même pour les étudiants concernés, à l'occurrence la promotion 3 et la promotion 4 qui se posent la question. Est-ce que cette année-ci, l'Université virtuelle du Sénégal va graduer ses lauréats? Comme vous le savez, la graduation était prévue début du mois de juillet. Ce qui est évidemment, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, la date qui était prévue ne peut plus être respectée parce que le début du mois de juillet, c'est dans quelques semaines, dans quelques jours. Ouais. Et la graduation, ça se prépare. Là aussi, nous avons des partenaires qui s'étaient engagés à nous accompagner.
Et c'est une organisation extrêmement lourde. Donc, ce qui demande du temps pour se préparer. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité parce que nous ne savons pas quand est-ce que cette pandémie sera terminée. Les étudiants de la promotion 3 et la promotion 4, qui sont des promotions qui viennent juste d'obtenir la licence en même temps. En même temps, je peux dire, est-ce que cette situation-là ne va pas un peu perturber avec le déroulement de leur master, avec la promotion 3 et la promotion 4 en même temps? Il était retenu que c'était deux classes. La promotion 3 a commencé son master avant la promotion 4. Et donc, c'est ce qui va continuer. De ce point de vue, il n'y aura pas de changement. Et maintenant, la promotion 3 doit attendre, la promotion 4 doit attendre la promotion 3 pour qu'ils puissent terminer leur master avant qu'ils puissent, comment dirais-je, démarrer leur master en même temps aussi. Non, la promotion 3 a déjà démarré son master. Oui. Dès qu'ils ont terminé leur licence. Et la promotion 4 fait partie des promotions qui étaient bloquées à cause des examens qui ne pouvaient pas se tenir. Donc là aussi, des réaménagements ont été faits pour leur permettre d'anticiper sur le master le temps que les examens de rattrapage puissent être organisés. Et même chose pour la graduation, vous avez même répondu à la question. Monsieur le coordinateur, l'Université virtuelle du Sénégal fera partie des acteurs du projet Apprendre à la maison du ministère de l'Éducation nationale. Nous voudrons savoir quel est le rôle ou bien l'implication de l'Université virtuelle du Sénégal dans ce projet et qu'il est avec le ministère de l'Éducation nationale. La pandémie a décidé de participer dans le cadre de la mission lutte contre la pandémie sous toutes ses formes, c'est-à-dire mettre notre expertise à disposition des acteurs pour que ce soit des acteurs de la santé que des acteurs de l'éducation pour participer à cet effort. C'est dans ce sens-là que nous avons, par exemple, répondu à une demande de l'Université du Saloum pour disposer d'une plateforme de télétravail, mais aussi d'une plateforme de formation. C'était ainsi que nous avons répondu à une demande du Centre des opérations d'urgence sanitaire du ministère de la Santé pour le développement, par exemple, de la production de capsules vidéo pour la formation des agents. Et c'est dans le même sillage que nous avons mis notre expertise au profit du ministère de l'Éducation nationale en relation avec la RTS dans le cadre du projet, donc l'initiative Apprendre à la maison. Il faut dire que l'UNES avait déjà un projet de télé qui était en gestation, confié à Mme Nafissatou Diouf-Dieng, qui est responsable de la formation communication digitale. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'idée d'avoir un canal pour une chaîne télé-éducative a été lancée, donc effectivement, nous avons répondu à l'appel et nous avons mis à disposition du projet aussi bien nos ressources humaines, parce qu'il y a par exemple Nafissatou Diouf, donc il y a M. Christian Thiam et d'autres ressources, il y a M. Aboubekri Thiam, responsable de la filière MIC, M. Issaba, ils sont tous impliqués dans le projet. Et donc, non seulement ils apportent leur expertise, mais en même temps aussi, nous avons notre studio multimédia, qui est aussi un studio qui est très prisé en ce moment-là, qui est mis à disposition pour l'enregistrement des cours. Cette semaine, je crois qu'il y a au moins une dizaine de capsules vidéo de cours qui sont prévus pour le ministère de l'Éducation nationale, la chaîne Canal Éducation. Voilà, donc l'US met à disposition du projet son expertise en e-learning, aussi bien en termes de ressources technopédagogiques que ressources humaines, studio multimédia, pour que cette chaîne-là puisse fonctionner. Maintenant, au-delà de cette période de crise, ce sera une chaîne éducative dans laquelle aussi tous les acteurs de l'enseignement et de l'éducation auront certainement à produire des contenus et l'UVS sera au premier plan à ce niveau. Et le projet de la télé de l'UVS n'est plus d'actualité? Oui, c'est toujours d'actualité, mais pour l'instant, puisqu'il y a déjà un projet qui est là et dans lequel nous sommes impliqués, nous allons focaliser nos efforts là-dessus. Et après, on verra plus tard comment l'UVS va mener son projet télé. Mais pour l'instant, le projet Canal Éducation est un projet vraiment qui
qui nous intéressent beaucoup et sur lesquels nous engageons à fond. Ok. L'université, le ministère de l'Éducation nationale. Merci. L'Université virtuelle du Sénégal a été reconduite membre du réseau international des académies de Huawei pour l'année 2020. Pouvez-vous revenir sur cette accréditation octroyée à l'Université virtuelle du Sénégal? Alors, pour Huawei, donc, je disais que l'UVS était déjà membre du réseau des académies Huawei depuis l'année dernière, de participer à la formation offerte par Huawei en Chine. Et cette année aussi, donc, Huawei nous a recontactés pour participer. Et nous avons répondu favorablement en mettant en place le dispositif qui était requis, le dispositif technique et les ressources humaines. Et voilà, donc, nous sommes heureux d'y participer au bénéfice des étudiants de l'UVS. Et une dernière question avant votre mot de la fin. L'UVS après le Covid-19. Alors, l'UVS après le Covid-19, c'est déjà se réjouir peut-être un peu du fait que l'UVS a pu apporter toute son expertise dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Lorsque la pandémie sera terminée, évidemment, il va falloir apprécier beaucoup l'impact du Covid-19 dans tous les secteurs. Et dans notre secteur, je pense que l'UVS a un rôle important à jouer en termes de locomotive par rapport au développement du e-learning. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il faut que le e-learning, le numérique éducatif, plus précisément, devienne une composante à part entière du dispositif de formation dans tous les secteurs de l'éducation. Et là, l'UVS a un rôle à jouer. Et je pense que nous allons jouer notre rôle de leader comme nous le faisons déjà. Et ça, je crois que ça, c'est peut-être le plus important. Maintenant, au-delà de ça, l'UVS devra aussi tirer les leçons du passé, parce que le Covid aussi nous aura permis de nous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait physiquement et qu'on aurait pu faire de façon virtuelle. On a vu qu'on peut organiser beaucoup d'ateliers en ligne. On le savait déjà, mais on n'exploitait pas toutes les opportunités qui se faisaient. Cet entretien, par exemple, que nous sommes en train de faire avec ActuEno, si ce n'était pas le Covid-19, on allait le faire certainement peut-être dans mon bureau. Vous allez prendre des transports en ligne, on le fait, même s'il y a parfois peut-être des petits soucis, mais voilà, je crois que tout cela, il va falloir aussi qu'on évalue tout cela et qu'on se rende compte qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Beaucoup de choses devront changer et ça, c'est notre rôle aussi en tant qu'université numérique d'être la locomotive dans tout ça. Et on signale que l'UVS est la première université numérique en Afrique de l'Ouest et au Sénégal. Votre mot de la fin? La fin, c'est d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de parler donc à ceux qui vous suivent, notamment les étudiants de l'UVS. Mais c'est aussi vous féliciter par rapport au travail que vous êtes en train de faire pour monter l'expertise de l'UVS, mais aussi vulgariser ce qui se fait à l'UVS. Et profiter de l'occasion pour lancer un appel à tous les étudiants de l'UVS pour leur demander vraiment de participer à contribuer à la lutte contre la pandémie. D'abord en respectant les mesures de prévention, mais aussi en servant de relais. Donc, c'est vraiment l'appel que je lance à tous les étudiants pour qu'ils soient vraiment ces relais d'information-là. Il y a des informations qui sont relayées sur les réseaux sociaux de l'UVS, mais aussi sur le site web. Il y a une page web qui a été créée sur le site web de l'UVS pour relayer le maximum d'informations. Donc, je demande aux étudiants vraiment de s'informer et de vulgariser, de sensibiliser. Parce que si je prends les 35 000 étudiants de l'UVS, si chacun sert de relais, je pense que ça va permettre de sensibiliser davantage les populations sénégalaises là où elles sont. Et ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir lutter contre cette pandémie-là. C'est un effort collectif que tout le monde doit faire et je compte beaucoup sur les étudiants de l'UVS pour participer à cet effort de lutte. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, nous vous remercions encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite aussi bonne continuation et prenez soin de vous aussi. Et bonne chance aussi pour les prochaines séances à venir. Et ActuEno, vous souhaite un bon Ramadan. Merci beaucoup. C'était tout pour le second numéro de votre émission Lumière Sûre. Je vous rappelle qu'on recevait le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal avec comme thème comment l'Université virtuelle du Sénégal fonctionne à l'heure du Covid-19. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Lumière Sûre.